Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. À la une de l'actualité, la délégation de la CARICOM qui est arrivée au pays depuis samedi multiplie les rencontres avec les acteurs politiques. Cette mission comprenant plusieurs anciens premiers ministres est dans nos murs pour évaluer la situation politique actuelle. La police nationale a dispersé dimanche à coups de gaz lacrymogène une manifestation anti-gouvernementale organisée en pleine période d'état d'urgence. Également, titre de ce lundi, Raoul Pierre-Louis n'est plus à la tête du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Il a été remplacé par une commission de gestion de la Banque de la République d'Haïti, BRH. Son avocat dénonce cette décision. On démarre ce journal en politique. Le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM, comprenant les anciens premiers ministres, Dr Kenny Anthony de Sainte-Lucie, Bruce Golding de la Jamaïque et Perry Christie des Bahamas, est actuellement en Haïti pour évaluer la situation politique actuelle du pays. Ce lundi 12 août 2024, ils ont rencontré les membres du Conseil présidentiel de transition et ont également tenu des discussions avec d'autres acteurs impliqués dans l'accord du 3 avril. D'après une source proche des discussions, les émissaires caribéens se concentrent sur l'évaluation de la mise en œuvre de cet accord. En ce qui concerne les perspectives électorales, ils examinent aussi les relations entre le CPT et la primature. À noter que Colin Gunderson, originaire de Trinité et Tobago, fait partie de la délégation. Dossier BNC alors que les accords du 30 janvier et de Montana exigent la démission des conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption de 100 millions de gourdes. Les autorités ont mis fin aux fonctions de Raoul Pierre-Louis en tant que président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, BNC. Une commission de gestion a été nommée par la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour superviser la BNC. Parallèlement, l'avocat de Raoul, Pascal Pierre-Louis, a adressé une lettre au Premier ministre Gary Coney, exprimant sa stupéfaction face à cette décision. Si certaines factions ayant leurs représentants au Conseil présidentiel de transition exigent le retrait des membres impliqués, l'accord du 21 décembre reste solidaire à son représentant Louis-Gérald Gilles. Et pour en parler, nous recevons Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre. Bonsoir Pascal Adrien, vous êtes membre de l'accord du 21 décembre. Merci d'être avec nous. Bonsoir Métropole, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être votre invité ce soir. Nous allons d'abord aborder cette question de corruption où 3 membres du CPT, à savoir le docteur Gérald Gilles également, qui est d'ailleurs représentant de l'accord du 21 décembre dont vous êtes membre, est accusé par Raoul Pierre-Louis de l'avoir demandé 100 millions de gourdes pour maintenir son poste. Il y a plusieurs structures qui demandent que les 3 membres impliqués dans ce scandale soient écartés du CPT. C'est le cas de Montana et de l'accord du 30 janvier. Vous, au niveau de l'accord du 21 décembre, quelle est votre position ? Merci. Alors, au niveau du 21 décembre, par rapport au scandale de la BNC, nous l'abordons, je parle du scandale, à travers le prisme d'une triple considération. Une première considération qui se veut juridique, une deuxième considération qui se veut politique, et une troisième considération qui se veut résolument morale. Au niveau du droit, au niveau de l'appréciation objective du dossier par rapport aux prescrits légaux, aux prescrits constitutionnels, aux prescrits décrétaux, nous voulons d'abord nous accouter au principe de la présomption d'innocence. En ce sens que les déclarations de M. Raoul Pierre-Louis, le 21 décembre, les considèrent d'abord comme des allégations de corruption. Ceci étant dit,
il faut que les instances compétentes diligentent des enquêtes pour que, au-delà de ces allégations de corruption, des preuves irréfutables puissent émerger. Et à partir du moment où des preuves émergent, compte tenu de la dimension morale du dossier, le 21 décembre se trouvera dans la pénible obligation de se désolidariser de son représentant au Conseil présidentiel de transition, en l'occurrence le docteur Louis-Gérald Gilles. À l'instant, étant donné que l'ULCC est régulièrement touché de la question, étant donné que l'ULCC diligente une enquête administrative, nous demandons à l'ULCC de faire en sorte qu'il y ait une diligence et une objectivité dans le traitement du dossier, parce que le 21 décembre s'en tiendra à la teneur des preuves mises sur le tapis pour prendre une décision qui sera motivée au regard de l'article 33 du décret du 27 mai 2024 qui donne au secteur mandant la possibilité de pourvoir au remplacement de son représentant à condition que ce représentant ait violé la loi. Monsieur Pascal Adrien. Nous sommes des hommes et des femmes de principe. Nous lisons les lois de la République, nous nous accrochons à la Constitution de la République et nous attendons qu'il y ait des preuves. Et si preuve il y en aura, le secteur se trouvera dans l'obligation de pourvoir au remplacement de son représentant au Conseil présidentiel de transition. Monsieur Pascal Adrien, est-ce que vous êtes pour ou contre l'éloignement de ces 3 conseillers présidents au cours de l'enquête? Au niveau du 21 décembre, nous croyons dans les valeurs cardinales de la justice. Et en toute justice, nous pensons qu'il n'est pas convenable de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de qui que ce soit sans qu'il y ait des indices probant, un tant soit peu, plaidant en faveur de leur culpabilité. Il est clair que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. C'est clair. Cette considération du lieu des prescrits moraux, du lieu des impératifs moraux et éthiques, met les secteurs mandants dans une situation extrêmement difficile. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Nous sommes extrêmement inconfortables que ce scandale soit de nature à éclabousser les conseillers présidentiels ou, pourquoi pas, le conseil présidentiel d'une manière générale. Nous sommes inconfortables. Oui, mais est-ce que vous demandez que ces membres soient écartés au cours de l'enquête? De manière claire et précise, sans équivoque, nous sommes prêts à remplacer notre représentant, mais à condition que des preuves liminaires émergent. Étant donné que l'ULCC mène une enquête, conduit une enquête, nous demandons à l'ULCC de mettre une certaine diligence, de conduire son enquête avec impartialité, avec objectivité, et les preuves qui pourront émerger de cette enquête administrative permettront au 21 décembre de motiver son ultime décision au regard, évidemment, des prescrits insérés au niveau de ce décret, le décret du 27 mai 2024, déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel. À rappeler, pour
les téléspectateurs de Métropole que l'article 33 de ce décret est clair. Si un conseiller président a violé la loi, le secteur qu'il représente est investi de l'obligation non seulement de dénoncer ce représentant, de se désolidariser de ce représentant, mais aussi et surtout de remplacer purement et simplement ce représentant. Monsieur Pascal Adrien, donc selon vos dires, Monsieur Pascal Adrien, selon vos dires, donc tout remplacement devrait se faire après les résultats de l'enquête de l'ULCC. Et il n'y a pas question d'écarter le conseiller président aussi. D'accord. C'est la position du 21 décembre. Nous savons également que M. Raoul Pierre-Louis... D'accord. Nous savons également que M. Raoul Pierre-Louis a été démis de ses fonctions. La première question, qu'est-ce que les autorités lui reprochent? Ou du moins, est-ce que ça a un lien avec le scandale de corruption? Je suis vraiment désolé de me trouver dans l'impossibilité de répondre avec précision à cette question évidemment très judicieuse. Je ne suis pas en mesure de divulguer, de préciser, de réagir sur les motifs de ce licenciement. Toutefois, je crois qu'il est regrettable que ce scandale éclabousse le conseil présidentiel, éclabousse les conseillers présidents tout au moins. Le 21 décembre est extrêmement inconfortable parce que pour nous autres, ce qui importe, c'est la réussite de la transition, c'est l'implémentation en bonne et due forme de tous les chantiers de ce cadre intérimaire. C'est la priorité. Que le scandale éclabousse le conseil présidentiel, eh bien, ce n'est pas ce à quoi le 21 décembre s'attendait. Et le pire, c'est que parmi les conseillers présidents indexés, il se trouve que notre représentant, en la personne du docteur Louis Gérald Gilles, eh bien, il fait partie justement de ces conseillers présidents indexés. Nous sommes inconfortables. Nous n'allons en aucun cas nous cacher derrière le statut présidentiel pour promouvoir une quelconque impunité. Autant dire que nous voulons que lumière soit faite sur ce dossier, mais de manière régulière. Les instances compétentes doivent assumer leurs responsabilités. L'ULCC est déjà saisi de la question. Nous attendons les conclusions de cette enquête et nous irons jusqu'au bout de ce dossier avec équité, avec impartialité, en privilégiant évidemment les intérêts supérieurs de la nation haïtienne et non les intérêts de Chapelle. Mais attendez. Monsieur Pascal Adrien. Attendez-vous, chère madame, qu'au niveau des considérations juridiques, qu'il y ait évidemment des approches contradictoires. Une approche tirée de la Constitution qui exige que les conseillers présidents soient justiciables par devant la haute cour de justice et non par devant les tribunaux de droit commun. Mais quelqu'un pourra évidemment évoquer la loi 2014 portant répression de la corruption qui traite tous les conseillers présidents comme des agents publics. Monsieur Pascal Adrien, vous l'aviez dit. Tout agent public est passible justement d'être jugé par devant les juridictions compétentes, par devant n'importe quelle juridiction de droit commun. Donc, Monsieur Pascal Adrien, probablement ça débouchera sur une impasse judiciaire, mais au niveau de la morale, au niveau des considérations politiques, au regard des conclusions éventuelles de l'ULCC, le 21 décembre est prêt à trancher souverainement en s'accoutant à l'article 33 du décret du 27 mai 2024. Monsieur Pascal Adrien, nous allons mettre fin à cette interview. Rapidement, nous savons que les éminentes personnalités de la CARICOM doivent rencontrer l'accord du 21 décembre cette semaine. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre rapidement?
Bon, alors rapidement, nous croyons que c'est une rencontre d'évaluation. Il est question d'évaluer l'implémentation de ce nouveau cadre intérimaire. Donc, on va mettre sur le tapis les objectifs fixés et voir 3 mois après, 4 mois après, où est-ce qu'on en est. Quelles sont les avancées majeures, quels sont les obstacles rencontrés sur le chemin et quoi faire justement pour porter les correctifs nécessaires. Donc c'est exactement ce à quoi nous nous attendons, une évaluation objective de l'implémentation de ce nouveau cadre intérimaire, mais l'essentiel c'est qu'il revient à nos autres acteurs haïtiens d'assumer nos responsabilités avec le plus grand élan patriotique, avec le plus grand attachement aux intérêts supérieurs d'Haïti. Donc c'est exactement de quoi qu'il s'agira demain pour nous autres au niveau du 21 décembre. Monsieur Pascal Adrien, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Tout est bon. Voilà donc les propos de Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Autre point de l'actualité, 7 présumés bandits ont été abattus et un fusil Kalachnikov confisqué par la PNH lors d'une opération menée dimanche 11 août 2024 dans la localité d'Échalote à Gressier. Au cours de l'échange de tirs avec les forces de l'ordre, les individus ont été mortellement blessés. Par ailleurs, dans la zone de Bourdon, près de Chambellan et dans Sdeno, une dizaine de bandits ont été tués par des membres de la population locale. Selon notre correspondant, la police a récupéré une arme automatique M4 que la population avait saisie des mains des présumés criminels. La manifestation organisée ce dimanche par le Réveil national a été rapidement dispersée par les unités spécialisées de la PNH qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour contenir les protestataires. Malgré la présence de figures de proue du mouvement, ces dernières ont dénoncé ce qu'elles considèrent comme un usage excessif de la force par les agents de la PNH. Selon les manifestants, personne n'a été épargné et plusieurs personnes ont perdu connaissance en raison de l'exposition au gaz. Les participants interrogés sur place ont exprimé leur détermination à poursuivre leur mouvement de protestation jusqu'à obtenir la démission du gouvernement en place, affirmant qu'ils ne comptent pas abandonner leur lutte. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est dans ce contexte d'état d'urgence sécuritaire décrété par le pouvoir en place que le Réveil national a organisé une manifestation ce dimanche. L'objectif, exiger le départ du gouvernement. Un mouvement qui n'a pas fait long feu, des agents de la PNH l'ont tué dans l'œuf. Des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti ont sévi avec rigueur par rapport aux manifestants. Il n'y a pas eu d'arrestation ou de blessés, mais avec du gaz lacrymogène, même les travailleurs de presse n'ont pas été à l'abri. Ce qui n'a pas empêché aux figures de proue de faire passer leurs revendications et de se montrer indifférents en ce qui concerne les mesures adoptées par le pouvoir en place. Notifier la police depuis qu'il y a un mouvement des rues. Nous faisons, nous-mêmes, ça veut dire que comme nous respectons la loi, la Constitution n'a pas dit pour la police pas nous faire vert pour nous manifester des citoyens. Nous dit notifier, nous notifier et puis c'est tout. Nous-mêmes, nous notifions la police, nous allons aller devant Primatia pour nous dire qu'il la guerre. Après les 100 premiers jours du gouvernement, déjà des mouvements de rue ont débuté. Des maillots imprimés, une bande à pied, des drapeaux du pays enveloppés autour du cou, tout porte à croire que ce mouvement a un coût. Depuis l'arrivée du gouvernement, c'est la première protestation organisée dans la capitale, qu'il s'agisse d'un ballon d'essai ou pas, tenant compte de la réalité, la tendance laisse croire que la confiance placée dans les membres du gouvernement, notamment le CPT, commence à s'éteindre à petit feu.
En justice, le tribunal de paix de la commune de Delma est dysfonctionnel depuis plus de 6 mois. En raison de l'insécurité, dénonce le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO. Une situation similaire dans plusieurs autres communes tombées sous le contrôle des bandits. La crise sécuritaire affecte aussi le fonctionnement de certains bureaux d'état civil, souligne Maître Arnel Rémy. Le coordonnateur du CADO dit regretter que le droit d'accès de la population à la justice soit systématiquement violé à cause de la détérioration du climat sécuritaire dans le pays. Il y a 6 mois là, depuis, un citoyen de Delma n'a pas accès pour le tribunal. 6 mois. Bandi pour le tribunal là, vient faire que l'État a été bras croisés. Moi, je questionne la présence des gens Ramounomi dans la tête de la police parce que même ça, il n'a pas assuré la sécurité du tribunal. Et comme avocat, qui a veillé à ce que nous devons respecter, nous dit ça trop à tort pour l'État attendre 6 mois, 7 mois, 8 mois pour permettre que le tribunal de paix Delma fonctionne. Il y a des juges qui disent qu'ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ont touché au pas de travail. Il y a des juges qui font gros effort. Mais il y a de côté de temps des juges à recevoir clients, c'est qui lamentable, qui fait pleurer. Juge à recevoir dans la machine, dans la maquette. Il y a des juges qui disent mieux veulent travail, conscience pas en paix parce qu'il y a touché au pas de travail. C'est tout payant, c'est extrêmement important pour comprendre que la présence tribunal de paix dans la commune sont extrêmement important. En le tribunal de paix de Delma, tu as gagné au bureau état civil. Là encore, son violation dans le monde parce que ça a violé le droit à l'état civil. C'est-à-dire, dans ce moment-là, on fait qui a accouché, qui mettait au monde un bébé, un nouveau-né, il n'y a pas de faire de naissance, ce sont de grosses violations liées. C'est-à-dire, on ne pas respecter l'état civil de ce monde-là. C'est-à-dire, dans ce moment-là, ce monde qui a fait 6-7 mois sans naissance, ça inquiétait nous-mêmes comme avocats, ça inquiétait nous-mêmes comme défenseurs dans le monde. Ça inquiétait parce que l'un arrivé dans le commissariat Delma 33, où il y a une surpopulation, comment c'est qu'il y a trop de monde dans le garde à vue commissariat. Pour ça, parce qu'il n'y a pas de tribunaux, on ne peut pas déférer les gens par devant qui de droit. Conséquence directe, c'est l'augmentation du phénomène de la détention préventive prolongée. Et comme solution, parce que nous-mêmes comme avocats, nous ne pouvons pas dénoncer seulement. Là, nous réfléchissons. Nous disons pour qui ça l'État, pour qui ça CPT avec PMDA Econi, pas taxe SPJ, pour dire écoutez, ah, mon cher, on prend proposition cadeau, parce que nous-mêmes, nous avons proposé plusieurs côtés. Nous proposons un ancien local KEP pour mettre provisoirement le tribunal de paix. Nous proposons local OPC qui est dans mairie Delma 33. Nous proposons le local mairie Delma en tout pour mettre le tribunal de paix provisoirement. Parce que nous, l'objectif, c'est de permettre que chaque citoyen dans Delma joigne sa relais droit d'accès à la justice. Toujours concernant la crise multidimensionnelle que traverse le pays, le professeur Franck Etienne est attristé et alarmé par la crise haïtienne. À son avis, c'est une situation de déchéance. L'artiste aux multiples compétences avoue qu'il n'avait jamais imaginé une telle déchéance de son pays. L'ampleur de déshumanisation et de dégradation actuelle n'était pas prévisible. Dans sa quête de compréhension des malheurs de sa patrie, l'ex-ministre de la Culture assure que les racines de nos malheurs peuvent remonter à l'époque de l'esclavage. Les traitements inhumains et atroces infligés par les colons aux esclaves sur le Négrier et à Saint-Domingue ont laissé une marque indélébile. Ces propos. Par rapport à ça là qu'on y a, ou bien décrit, qui plus que l'enfer. C'est un endroit s'il n'a pas les Français, c'est un endroit ténébreux. Si n'a pas les créoles, n'a dit son trouvé. Et d'aller là entrer la donne, pas de chasse pour sortir au parc quand on peut aller. Trouvé. Et ça là, il est interpellé avec beaucoup de pathétique, beaucoup de tragique. Si je te dis que ouais, un petit morceau dans sa rap là, c'est mon petit babaou. Je prends frais et d'aller me sorti, me flairé que Haïti a bâché balle. Mais en plein sa là, dimension de dégradation, de déshumanisation, ça, bat connaître ta privé là. Ça, c'est le descriptible
c'est le soutenable, c'est le supportable, c'est l'inimaginable. Est-ce que... Ce monde que tu connais, que c'est là, ou bien là-bas menti, ou bien ce monde cap trop peut-être. Donc là, on dit nous que ça a commencé quelque part. Ça a commencé à partir de les racines historiques de ce grand malheur que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, c'est la désagrégation totale de l'être haïtien. Ça relève, nous pas monde, non. C'est la pour ça d'arriver. Nous ne vivons pas dans un univers humain. L'univers Haïti est devenu un univers satanique, si nous voulons arrêter la spiritualité, un univers diabolique, un univers cruel, un univers inhumain. Mais racine dans l'histoire. Et racine, c'est pluriel. C'est-à-dire, d'abord, toute accumulation de traumatisme, de haine, de cruauté, d'horreur, nous ramassons dans le ventre de cette bête qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, que d'abord il aurait déraciné nous de l'Afrique pour nous venir en Amérique, c'est déjà un traumatisme de 10 millions de douleurs qui a accumulé. Qu'on y a l'enfer de Saint-Domingue, situation Saint-Domingue-là, où non seulement esclave là, blanc, le colon, a crasé, a tribunel, a dépafiné avec Etli, mais ça veut faire que le pas capable prendre le même monde tout. Et il vient pas même capable de tête li. Le secrétaire général de la primature, Maître Camille Junior Edouard, a procédé ce lundi à l'installation du nouveau coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue, Carl-Henri Périclès. Dans son discours de circonstance, le nouveau directeur de la CONALD promet de redynamiser cette institution et d'intensifier la lutte contre les différentes formes de drogue. À la lumière de ce funeste constat, un ensemble de mesures se révèle important de considérer durant notre passage à la tête du CONALD, proposer et voire provoquer à la prochaine législature des changements adéquats dans la législation haïtienne en matière de lutte contre la drogue, cibler et interdire la vente illicite d'autres dérivés de drogue en Haïti, tant dans l'espace physique que sur le cyberespace. Repenser la campagne de sensibilisation contre la drogue auprès des plus jeunes, en ciblant les églises, les péristyles, les écoles, les espaces publics et privés, les masses médias, le cyberespace, les familles et les différents quartiers. Ainsi dire, il faudrait agir au renforcement des programmes sportifs et culturels dans le but de valoriser la compétition entre les jeunes partout, à travers le pays et entre les différentes institutions évoluant dans ce domaine à l'effet de dire non à la drogue. Plaidoyer et œuvrer de telle sorte que l'État haïtien investit de manière substantielle dans la lutte anti-drogue en renforçant la police nationale, notamment le BLTS. Œuvrer et rendre effective la prise en charge des addicts ou toxicomanes ou des victimes de ce fléau par l'établissement de centres de désintoxication, tant public que privé, à travers le pays, notamment à Port-au-Prince, le Grand Sud et le Grand Nord. Œuvrer et renforcer la lutte par l'utilisation des résultats du même mécanisme d'évaluation multilatérale, qui est un outil indispensable pour la vérification de la progression en matière de lutte contre la drogue et pour réduire en même temps la demande et l'offre, tout en tenant compte du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Œuvrer en tenant compte de l'implication d'une approche de parité hommes et femmes dans nos politiques de lutte contre la drogue. Encourager de bons rapports avec la Commission interaméricaine de lutte contre la drogue, CICAD. Créer via l'OHD un système d'alerte SAP, pour identifier les nouvelles substances psychotropes en circulation sur le marché.
Enfin, la tâche ne sera pas facile. De ce fait, je sollicite en ce sens la franche collaboration des cadres de la CONALD, ainsi que ses différents partenaires et alliés. Nous refermons cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. La délégation de la CARICOM qui est arrivée au pays depuis samedi multiplie les rencontres avec les acteurs politiques. Cette mission, comprenant plusieurs anciens premiers ministres, est dans nos murs pour évaluer la situation politique actuelle. La police nationale a dispersé dimanche à coups de gaz lacrymogène une manifestation anti-gouvernementale organisée en pleine période d'état d'urgence. Et puis Raoul Pierre, lui, n'est plus à la tête du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Il a été remplacé par une commission de gestion de la Banque de la République d'Haïti. Son avocat dénonce cette décision. Ainsi se referme notre première édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention. Passez une excellente semaine d'information sur Métropole. Bonsoir.